Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. La justice va mal, elle est à bout de souffle. C'est le constat qui a été fait par une mission d'information sénatoriale composée de membres des différents groupes politiques du Sénat et qui a travaillé pendant de longs mois. De ces travaux sont sorties deux propositions de loi élaborées par le président LR de la commission des lois, Philippe Bas, mais dans un esprit de consensus. Au cœur de ces propositions de loi, deux propositions fondamentales. D'abord, sanctuariser et augmenter les crédits accordés à la justice de 5% par an en moyenne pendant le prochain quinquennat. Et ensuite, réformer en profondeur le système judiciaire, l'aide juridictionnelle, la mobilité des magistrats ou encore l'exécution et l'aménagement des peines. Notez qu'au cœur des modifications proposées par les sénateurs, il y a également cette idée de créer un tribunal unique de première instance. Tout de suite donc, voyez les discussions des sénateurs dans l'hémicycle mardi. Nous passons à la discussion du texte de la Commission sur la proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice. À l'article 1er, nous avons un amendement numéro 42 présenté par M. Bigot, monsieur le rapporteur. Je propose que tous les amendements à l'article 1er qui ne visent qu'à renvoyer à l'annexe sont des modifications de coordination de l'annexe. Je vous propose de tous les présenter en même temps. C'est des amendements de coordination, donc les 6 premiers amendements. Très bien. Avis du gouvernement ? Monsieur le Président, j'émettrai sur ces points un avis défavorable puisque c'est des amendements de coordination avec la loi organique que nous n'avons pas étudiés et donc il me semble que ce n'est pas cohérent de commencer de cette manière-là. Donc je ne suis pas favorable et puis par ailleurs, au fond, ce sont des dispositions, pardonnez-moi, je tourne le dos à mesdames et messieurs les sénateurs. Sur le fond, par ailleurs, ce sont des dispositions sur lesquelles je n'ai pas nécessairement un avis favorable. Je pense notamment au premier amendement qui vise à instaurer une forme de sanctuarisation par l'interdiction de gel de crédit. Je ne suis pas sûre que l'on puisse constitutionnellement exercer une telle possibilité d'amendement. Je ne crois pas qu'on puisse réduire la capacité du gouvernement à gérer les crédits qui lui sont attribués. Donc je pense qu'il y a une question de constitutionnalité. Et puis par ailleurs, je rappelle, mais ça c'est un point qui n'a plus à voir avec la constitutionnalité, que le gouvernement s'est engagé dorénavant à ce qu'il n'y ait pas de réserve de crédit qui excède 3%, ce qui me semble être une amélioration importante. Merci Madame la garde des Sceaux. Je vais mettre aux voix cette série d'amendements. Y a-t-il des explications de vote ? Monsieur Sueur. Président, Madame la Ministre, je dois dire que je ne comprends pas très bien votre argumentation. Pour deux raisons. Première raison, vous nous dites qu'il y a un problème à chercher à mettre en adéquation l'annexe de ce texte avec la loi organique, au motif qu'on n'a pas encore parlé de la loi organique. Mais on va en parler. Et rien n'empêche nos rapporteurs de prévoir qu'il puisse y avoir une harmonie. Je ne vois pas pourquoi vous seriez pour la disharmonie, Madame le garde des Sceaux. C'est le premier point. Et alors, deuxième point, c'est quand même étonnant que votre première intervention sur cet article premier soit pour contester cette affirmation en vertu de laquelle il ne faudrait pas qu'il y ait de gel de crédit en cours d'année. Vous savez bien que les lois de finances que nous votons sont finalement une sorte d'exercice un petit peu abstrait, puisqu'il arrive toujours qu'il y ait des régulations, n'est-ce pas, qui naturellement détruisent la volonté du législateur. Nous sommes ici, et je crois que c'était la volonté du président Philippe Bas et de nos rapporteurs, pour dire qu'il faut absolument une programmation en matière de justice. Si la programmation commence par l'affirmation que dès lors que nous aurons voté quelque chose dans la loi de finances, eh bien cela sera de rechef aléatoire. Et si ce n'était pas susceptible d'être aléatoire, alors ce serait inconstitutionnel.
Vous avez de haute qualité, Madame la Ministre, pour parler de la constitutionnalité. Mais vous comprenez bien que nous sommes simplement des législateurs. Et nous considérons que lorsque nous disons, et nous allons le dire beaucoup dans ce débat, qu'il faut que l'on respecte les augmentations de crédits qui seront dans une loi de finances, je crois que c'est un simple bon sens et qu'on en a assez de cette fantasmagorie qui consiste à voter des lois de finances qui après donneront lieu à toute une série de suppressions de crédits aléatoires. Merci, chers collègues. Madame la ministre. Monsieur le sénateur Sueur, je voudrais vous faire observer que expliquer à l'occasion du débat que nous avons que inscrire dans un texte de loi comme cela est l'objet de l'amendement qu'il faut exonérer les crédits de l'autorité judiciaire de décisions d'annulation en cours de gestion ne signifie pas que le gouvernement n'ait pas décidé à se battre pour que les crédits liés au budget de la justice soient des crédits en augmentation. D'ailleurs, et j'aurai l'occasion de venir vous présenter le budget de la justice, mais je le redis ici, le budget 2018 est un budget d'augmentation. Donc ne mélangeons pas les choses, monsieur le sénateur. Vous me faites observer que ce serait bien mal commencer le débat que d'émettre un avis défavorable à cet amendement. Mais encore une fois, je le dis, c'est sur la technique même de la disposition qui nous est proposée que j'ai un désaccord au fond, non pas sur le principe de l'augmentation du budget, ni même sur la nécessité que nous partageons en commun avec la Commission et avec vous-même, bien entendu, d'avoir des crédits en augmentation pour les services judiciaires. Ce que je dis ici simplement, c'est que je m'interroge sur la constitutionnalité d'une disposition qui prévoit de restreindre la compétence et les prérogatives du gouvernement en matière d'exécution budgétaire. Et il me semble qu'il y a là une disposition qui ne serait pas constitutionnelle. C'est simplement ce que je voulais dire. Merci, Madame la ministre. Madame de La Gontrie. Madame la garde des Sceaux, je ne veux pas prolonger excessivement cet échange, mais pour autant, nous avons bien compris que le gouvernement ne souhaitait pas qu'il soit délibéré ici et adopté, que nous ne souhaitions pas d'annulation de crédit. Mais pour autant, et je rejoins les propos de notre collègue Sueur, ce n'est pas par argument constitutionnel, car nous sommes en train de débattre d'une annexe. Nous ne sommes pas en train de légiférer, nous sommes en train de délibérer sur une annexe à un projet de loi, à une proposition de loi. Donc c'est dans ce texte des grands principes qui sont énoncés et ce sont des objectifs que, il faut dire, nous aurions souhaité voir le gouvernement partager. Donc nous entendons que vous êtes en désaccord avec cet objectif, c'est regrettable, mais ne vous cachez pas en quelque sorte derrière un argument constitutionnel qui ne tient pas puisque nous ne sommes pas en train d'approuver stricto sensu dans cette annexe une disposition législative. Merci, chers collègues. Je mets donc aux voix cette série de 7 amendements qui ont tous reçu un avis défavorable du gouvernement. L'amendement 42, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Il est adopté, pardon. Il est adopté. Pardonnez-moi. L'amendement numéro 43, même vote. L'amendement 44, même vote. 45, même vote. 46, même vote. 47, 48, même vote. Merci, chers collègues. Je mets aux voix l'article 1er. Qui est pour? Qui est contre? L'article 1er est adopté. Nous passons à l'article 2 et à l'amendement 22, défendu par Madame Coste. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, cet amendement de suppression vise à marquer notre désaccord sur la répartition des crédits proposés. Il ne s'agit évidemment pas de mettre en cause la sincérité de la programmation proposée, mais plutôt de souligner la différence de nos approches respectives concernant le redressement de la justice. Nous aurions souhaité que l'effort en direction de l'autorité judiciaire soit plus important. Une fois encore, le programme administration pénitentiaire absorbe une grande partie des crédits.
En effet, sur un total de 2,17 milliards de progression sur l'ensemble de la mission justice, 1,59 milliard sont fléchés vers l'administration pénitentiaire, soit 3 fois plus que sur le programme justice judiciaire. La surpopulation carcérale et le délabrement de nos prisons sont indéniables. La situation des prisons françaises a d'ailleurs donné lieu à de nombreuses condamnations de l'État devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais la France a également déjà été condamnée pour ses procédures judiciaires trop lentes. Les deux situations sont donc prioritaires. Comme nous l'évoquions précédemment, il nous paraît donc illusoire de vouloir résoudre ces deux problèmes avec le même outil budgétaire, en maintenant une justice de qualité et accessible. Cela nous conduit toujours à arbitrer entre l'un et l'autre. La programmation proposée n'en est qu'une énième démonstration. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission ? Oui, Monsieur le Président, sur cet amendement numéro 22, à l'article 2, l'avis de la Commission est défavorable parce que, évidemment, vous voulez supprimer cet article qui est une des bases du texte qui nous est proposé sur la programmation budgétaire pluriannuelle. Je rappelle simplement une fois, parce qu'il y aura d'autres amendements qui vont dans le même sens, cette façon de faire a été saluée par l'ensemble des personnes qui ont participé à l'élaboration de ce rapport et qui ont été consultées. Il est par ailleurs ce principe assez convergent avec ce que veut faire le gouvernement actuellement. Cela a été rappelé à la tribune tout à l'heure. Et puis évidemment, il tient compte de la construction de 15 000 places de prison supplémentaires. Et il faut bien, donc proportionnellement, il est certain que le budget pénitentiaire est plus important que celui du judiciaire. Mais néanmoins, le budget judiciaire augmente aussi et on est dans une cohérence globale. Donc on ne peut pas scinder les choses en deux pour dire de se donner plus ou moins satisfaction. Il y a cette cohérence globale qui est absolument nécessaire et c'est la raison pour laquelle la Commission a émis un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement ? Le gouvernement émettra un avis favorable à l'amendement uniquement parce que, comme je vous l'ai expliqué dans mon discours de présentation générale, le gouvernement souhaite présenter sa propre programmation budgétaire dans un texte qui vous sera proposé au printemps prochain. Et donc, c'est moins sur la cohérence et la construction qui a conduit à cet article 2 que j'émets un avis favorable à l'amendement que sur le fait que le gouvernement souhaite s'approprier sa propre présentation. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Sieur, pour explication de vote. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, mes chers collègues, moi je suis contre cet amendement parce que nous voyons bien que nous sommes en train de payer au prix lourd le prix de ce fameux principe de l'annualité budgétaire. Cette annualité budgétaire, elle est présentée toujours comme une sorte de dogme. Je me souviens qu'il y a un certain nombre d'années, j'avais présenté un rapport sur la politique urbaine, la politique de la ville, des quartiers, et j'avais dit qu'il faut faire une programmation, Monsieur le Président, sur 10 ans. Alors tout le monde m'a dit, mais c'est impossible. Bercy va se révolter, s'étrangler, ils ne peuvent pas supporter une telle affaire. L'annualité budgétaire, il n'y a que cela de vrai. Eh bien, moi, je dis que le culte, Madame le garde des Sceaux, le dogme de l'annualité budgétaire est contraire finalement à la politique elle-même. Qu'est-ce que c'est que la politique ? La politique, c'est voir le moyen terme et le long terme. Et c'est inscrire l'effort dans le moyen terme et dans le long terme. Or, en matière de justice, les chiffres sont éclatants. Je me rappelle de la loi pénitentiaire, de ce que disaient les différents orateurs. Il y a un retard considérable. Nous savons que lorsque l'on regarde les chiffres de l'OCDE, la France est dans les 4 ou 5 derniers pays sur 40 ou 45. Donc il y a un retard considérable. Et moi je crois que si l'on veut sérieusement combler ce retard, il faut à minima aller dans le sens que propose notre président Philippe Bas, qui propose une augmentation de 27% en 5 ans. Je dirais qu'il faudrait faire davantage, mais je le dis avec beaucoup de modestie, car je n'ignore pas, et personne n'ignore, on va le dire, que lors du présent quinquennat, les crédits du ministère de la Justice ont augmenté sur les 5 ans de 14%. Il est proposé 27%, c'est pratiquement 2 fois plus. Mais il faudra aller beaucoup plus loin.
Et moi, je préconise, même si les tables de la loi, Madame le garde des Sceaux, sont contraires à ce que je dis, ça m'est complètement égal. Si on veut rattraper cela, et vous allez voir les tribunaux, vous allez voir Bobigny, vous allez voir les prisons, vous savez cela, vous y allez, Madame le garde des Sceaux. Si on veut en finir avec cette sous-évaluation du ministère de la Justice, il faudra avoir le courage de dire on fait une loi de programmation sur 10 ans, elle s'impose à tous les gouvernements. Non seulement il n'y a pas d'annualisation budgétaire, mais ces chiffres sont sacralisés, sanctuarisés, et en 10 ans, on se donne les moyens de ne pas être la lanterne rouge de l'OCDE. C'est un enjeu absolument majeur. C'est pourquoi, à tout le moins, il faudrait quand même voter ces dispositions. Et donc, je m'étonne, Madame le garde des Sceaux, que vous vous opposiez à cet amendement, Monsieur le Président. Je vous demande votre indulgence, car je sais qu'elle est grande. Merci, chers collègues. Madame la garde des Sceaux. Très brièvement, mon cher sénateur, Monsieur Sueur, je suis pleinement d'accord avec vous. Il faut une loi de programmation pour la justice. Et c'est la raison pour laquelle je vous la présenterai dans quelques mois. Il faut une loi de programmation pour la justice, mais je m'étonne, monsieur le sénateur, que vous préemptiez ce que décideront celles et ceux qui vous succéderont, ou peut-être vous-même vous succéderez à vous-même lors de la prochaine élection sénatoriale, mais je m'étonne quand même que sur 10 ans, vous préemptiez la capacité de décider de vos futurs collègues. Cela me semblerait une innovation assez radicale. Je me contenterai donc d'une loi de programmation pour 5 ans que je vous présenterai dès ce printemps. Merci, Madame la garde des Sceaux. Je mets donc aux voix l'amendement 22 rectifié qui a reçu un avis défavorable de la Commission, un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 2. Qui est pour? Qui est contre? L'article 2 est adopté. Nous passons à l'article 3, à un amendement numéro 23 rectifié, présenté par Madame Coste. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, dans la même logique que notre amendement précédent, nous souhaitons affirmer notre opposition à la répartition des évolutions d'effectifs retenues. Les rapports de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice permettent de mettre en lumière la sous-dotation structurelle de nos juridictions en effectifs en comparaison aux effectifs recensés chez nos voisins européens. En 2014, la France comptait ainsi 2 fois moins de juges professionnels que la moyenne européenne, 4 fois moins de procureurs et 2 fois moins de personnel non magistrat. La répartition de l'augmentation des plafonds d'emploi retenus prévoit une hausse d'environ 6% des effectifs du programme justice judiciaire, un peu plus de 2000 personnes, contre une hausse de 21% pour l'administration pénitentiaire. Cela ne nous semble pas aller dans le sens d'un rattrapage de notre retard au regard des voisins européens. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission? Oui, sur cet amendement 23 à l'article 3, c'est un avis défavorable. Bon, je ne reviens pas sur l'explication générale et la cohérence de l'ensemble. En revanche, je voudrais donner quelques précisions à l'ensemble des collègues sur les effectifs. Oui, il y a un important effort de recrutement consenti en faveur de l'administration pénitentiaire. Nous l'avons déjà dit, c'est plus de 1500 postes de surveillants, mais également pour accompagner l'ouverture de nouveaux établissements pénitentiaires, puisqu'on tient compte de la construction de 15 000 places supplémentaires. Alors, toutefois, des recrutements significatifs sont également prévus au bénéfice des juridictions, et je voudrais les citer dans le détail. La programmation des emplois vise notamment à combler la vacance de poste de magistrat, plus 500 postes, de greffier, plus 900 postes sur 5 ans, mais aussi de prévoir la création de postes de greffier assistant de magistrat, plus 100 postes, et de juriste assistant, plus 300 postes, destinés à renforcer l'équipe du juge, ainsi qu'à renforcer les effectifs à la disposition des chefs de cour et de juridiction, plus 200 postes. Monsieur le rapporteur, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Monsieur le Président, dans la logique du précédent amendement, Madame la sénatrice, j'émets un avis favorable à votre amendement pour les mêmes raisons que j'ai expliquées précédemment. Merci, Madame la garde des Sceaux. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a eu un avis défavorable de la Commission et un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement 23 rectifié n'est pas adopté.
Je mets aux voix l'article 3. Qui est pour? Qui est contre? L'article 3 est adopté. Nous passons à l'article 4 et un amendement 24 rectifié défendu par Madame Coste. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, cet amendement vise à contester l'augmentation du nombre de conciliateurs de justice proposée par l'article 4, qui préfigure l'évolution proposée à la section 2 du chapitre 3 de la proposition de loi. L'objectif recherché semble d'accorder une plus grande place à la conciliation dans l'architecture judiciaire, en permettant aux conciliateurs de proposer au juge une proposition de règlement du litige et en exploitant si nécessaire la main-d'œuvre bon marché que constituent les assistants de justice pour s'acquitter de cette fonction. Sur le plan programmatique, cette volonté se traduit donc par la programmation d'un recrutement de 1200 conciliateurs supplémentaires en plus des 2200 existants. Certains se féliciteront du faible coût de la mesure, puisque les conciliateurs sont bénévoles et que les assistants de justice sont rémunérés entre 450 et 500 € net mensuels, information publiée sur le site internet du ministère de la Justice. Derrière l'économie budgétaire, on peut cependant s'inquiéter du coût caché d'une telle mesure pour le justiciable, pour qui la conciliation pourrait représenter une étape supplémentaire dans un parcours judiciaire déjà long. D'autant que peu d'informations sont disponibles sur l'avenir des conciliations et la satisfaction qu'en tirent les personnes qui y ont recours. À ce propos, la décision des rapporteurs de ne pas conférer à l'accord issu de la conciliation la force exécutoire est une bonne chose. Nous ne sommes pas opposés par principe à la conciliation, bien que ce soit une forme de déjudiciarisation, mais nous souhaiterions disposer de renseignements susceptibles de nous convaincre de son utilité pour la gestion du flux de contentieux comme pour le justiciable. Tel est l'objet de cet amendement. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission? L'avis de la Commission est un avis défavorable, Monsieur le Président, mes chers collègues, parce que la Commission n'est pas du tout dans l'esprit de dire qu'il faut supprimer des juges. Au contraire, il faut en recruter et les remplacer par des conciliateurs. Mais je rappelle quand même que dans la loi de justice du XXIe siècle qui a été récemment adoptée, il a été prévu une conciliation obligatoire pour les litiges inférieurs à 4 000 € et que l'on est bien conscient que pour la plupart des justiciables, une conciliation rapide pour des valeurs en litige aussi faibles est plus utile qu'un procès long. Et que pour beaucoup d'affaires, je pense notamment à des questions de troubles du voisinage, des choses comme ça, la conciliation est une bonne voie de règlement des litiges. Nous avons rencontré les conciliateurs avec le rapporteur. Les conciliateurs sont des gens bénévoles et tiennent à rester bénévoles. Et nous avons prévu aussi, la proposition prévoyait que le conciliateur pouvait faire un rapport au juge qui allait l'aider à comprendre le litige s'il y avait un désaccord. Nous avons proposé en commission un amendement sur ce point que la commission a suivi, et l'auteur de la proposition de loi aussi, qui est de dire que le conciliateur ne pourra proposer des éléments de règlement au juge que si le juge le désigne préalablement, lui donne une mission de conciliation. Dans ce cas-là, il y a une utilité. Le juge lui a donné mission, il lui demande aussi de lui indiquer quel serait pourrait être le sens de l'issue du litige. Sinon, les conciliateurs, leur but, c'est d'amener les gens à se réconcilier. Je pense que ce n'est pas du tout gênant. Et si on arrive à décharger les magistrats de ce type de contentieux, ça sera une bonne chose pour la justice. Voilà le sens et le motif pour lequel la Commission a émis un avis défavorable à votre amendement. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Monsieur le Président, Madame la sénatrice, j'émets un avis favorable à votre amendement, mais pas pour les raisons que j'ai comprises. En effet, pour nous, le recours à des conciliateurs est évidemment un point important, parce que, comme l'a très bien expliqué Monsieur le rapporteur, la conciliation mérite d'être développée, non pas pour faire des économies en termes de magistrats ou toute autre raison d'économie budgétaire, mais tout simplement parce qu'on considère que c'est un mode de règlement alternatif des litiges qu'il convient de développer, parce que cela peut éviter des procédures longues, coûteuses, anxiogènes, etc. Et donc, si vous voulez, nous souhaitons développer la conciliation, mais je ne souhaite pas aujourd'hui m'engager sur les objectifs chiffrés qui ont été émis par la Commission, dans la mesure où cela résultera également des chantiers de la justice et notamment du travail sur la procédure civile qui est engagé. Merci Madame la Ministre. Monsieur Grand, pour explication de vote. Une petite seconde simplement pour dire quand même que les conciliateurs de justice, de plus en plus, Madame la Ministre,
sont considérés par les nombreuses personnes qu'ils reçoivent chaque semaine dans nos mairies comme des juges. Et ils attendent d'eux qu'ils rendent un jugement. Et là, il y a une dérive qui s'instille petit à petit au fil du temps, avec en corollaire naturellement des comportements qui sont des comportements de justiciables, parce qu'il y en a toujours un qui est content et l'autre qui ne l'est pas. Tout ça se passe dans nos mairies, gratuitement, et ça il faudrait aussi peut-être l'examiner, parce que chaque semaine ou chaque 15 jours ou chaque mois, nous avons les mairies avec beaucoup de personnes, des dizaines et des dizaines de personnes, et donc j'appelle votre attention là-dessus, parce que multiplier les conciliateurs peut partir d'un bon principe, sauf que quelque part, aujourd'hui, ça dérive complètement. Beaucoup de citoyens, quand ils s'adressent au conciliateur, pensent s'adresser à un juge professionnel et attendent de lui un jugement et non pas une conciliation. Merci, chers collègues. Je mets aux voix M. Sueur pour explication de vote. Nous sommes bien sûr, Monsieur le Président, Madame la Ministre, en désaccord avec cet amendement qui propose de supprimer cet article. Moi, je crois que cet article va dans le bon sens, parce que les conciliateurs de justice jouent un rôle utile. Toutefois, on peut plaider ici que, et je pense à ce qu'a dit notre collègue M. Grand, s'il est nécessaire de faire en sorte qu'il y ait davantage de conciliateurs de justice, cela ne saurait être une sorte de cataplasme pour ne pas voir le manque de magistrats. Le manque de magistrats. Or, vous savez, la réalité, mes chers collègues, c'est que la France consacre 72 € par habitant à la justice contre 146 en Allemagne et 155 au Royaume-Uni. On compte 10 magistrats pour 100 000 habitants en France, moitié moins que dans la moyenne européenne. Enfin, je le redis, cette fois-ci j'ai trouvé le chiffre précis. Si vous prenez les 43 pays de l'OCDE, la France est au 39e rang. Elle est au 39e rang. C'est pourquoi il y a une impérieuse nécessité de faire davantage que tout ce qui a été fait par le passé. Et il faut une loi de programmation qui nous permette de revenir à un classement qui soit quand même plus digne de la République française. Nous sommes, Monsieur le Président, 39e sur 43 pays de l'OCDE. C'est la réalité. Merci, chers collègues. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je mets aux voix l'amendement 24 rectifié qui a recueilli un avis défavorable de la Commission et un avis favorable du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement 24 rectifié n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 4. Qui est pour? Qui est contre? L'article 4 est adopté. Je mets aux voix l'article 5. Qui est pour? Qui est contre? L'article 5 est adopté. Nous passons à l'article 6 et à l'amendement 2 rectifié bis, défendu par M. Détraigne. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, cet article 6 ajoute des contraintes nouvelles pour la publication des jugements, comme notamment l'anonymisation des noms des magistrats et autres. Le Conseil national des barreaux s'est opposé à l'unanimité à cette anonymisation dans les jugements. De même, le premier président de la Cour de cassation et les premiers présidents de Cour d'appel se sont prononcés contre cette mesure qui ferait de la France une exception en Europe et la placerait aux côtés de la Russie et de la Roumanie en matière de transparence. De même, la CNIL a déjà déclaré son opposition à ce type de disposition. Donc, on a l'impression de regarder vers l'arrière avec cette disposition. Et donc, cet amendement a pour objet de supprimer cet article, que l'on soit comme le veut notre société, comme le veut le monde moderne, je vous propose de s'opposer à l'évolution souhaitée vers moins de transparence au travers du texte. Donc je vous propose de choisir la transparence. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission?
L'avis de la Commission est défavorable pour simplement, je pense, une question d'incompréhension. Le rôle de l'open data, le rôle de la mise en ligne de toutes les décisions de justice vise effectivement à aider les justiciables et les praticiens à connaître l'état de la jurisprudence dans tous les domaines et de la faire le cas échéant évoluer et puis surtout de l'appliquer. Donc ce qui est important, c'est la nature de la décision. Ce n'est pas nécessairement la nature de leur auteur. On saura de toute façon que c'est telle chambre, de quel tribunal ou de telle cour qui s'est prononcée. Par contre, je peux vous dire que la majorité des syndicats de magistrats nous ont confirmé leur souhait de l'anonymisation, ne fût-ce que pour que sur certains points, il n'ait pas de comportement de justiciable qui dirait mais voilà ce genre de décision scandaleuse et autres, on sait bien qu'on peut critiquer. Les greffiers nous ont fait la même demande de protection. S'agissant des avocats, nous avons eu des avis un peu divergents. Certains notamment, et si mes souvenirs sont exacts, le barreau de Paris notamment, disant mais la non-anonymisation est une façon aussi de créer une forme de publicité indirecte en fonction de la jurisprudence que l'on obtient. Donc c'est pour ces raisons que nous avons proposé à la commission qui nous a suivis de donner un avis défavorable à votre amendement, mais sans doute que le processus du débat parlementaire suivra son cours sur ce sujet du rôle de l'open data. Est-ce que ça apporte quelque chose de connaître le nom de ceux qui ont contribué à la décision de justice? Ce qui importe, c'est la décision elle-même. Merci, Monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la garde des Sceaux? Monsieur le Président, l'avis du gouvernement est favorable à l'amendement, mais là encore, pas exactement pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées, Monsieur le sénateur Detraigne. Je crois que Monsieur le rapporteur Bigot a bien montré la complexité de la question de l'anonymisation des noms des magistrats qui participent à la délibération de justice. Ce que je voudrais dire ici, c'est que la chancellerie a commandé au professeur Loïc Cadier, qui est professeur à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, une mission d'études sur la préfiguration et sur la mise en œuvre des articles 20 et 21 de la loi pour une république numérique du 7 octobre dernier. Ce rapport doit m'être remis dans le courant du mois de novembre et précisément, il apportera un éclairage sur l'ensemble des sujets dont nous discutons à propos de cet amendement. Pour ces raisons-là, j'émets un avis favorable à votre amendement, mais dans l'attente de ce rapport. Merci, Madame la garde des Sceaux. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a recueilli un avis défavorable de la Commission et un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement 2 rectifié bis n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 6. Qui est pour? Qui est contre? L'article 6 est adopté. Nous passons à l'article 7 et à l'amendement 25 rectifié, défendu par Madame Coste. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, l'objectif de cet amendement est de prévoir des obligations légales minimales s'imposant aux sites Internet dispensant des informations et des renseignements juridiques afin qu'elles prennent effet le plus rapidement possible. Il arrive en effet que certains projets de décret se perdent dans la mécanique gouvernementale. Compte tenu de l'influence de ces informations en ligne sur les justiciables, cette précision nous semblait importante. La mobilisation de tous les acteurs du droit est nécessaire pour lutter contre les recours abusifs ou irrecevables et désengorger nos tribunaux. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission? L'avis de la Commission, mes chers collègues, est défavorable pour le motif que l'article 7 a pour seul objet de renvoyer essentiellement à un décret en Conseil d'État le respect des obligations d'information préalable du public et de déontologie qui seront à définir. Et qu'on ne voit pas les motifs d'inscrire dans la loi ce que vous indiquez là, qui pourra parfaitement être concentré dans le décret. C'est la raison pour laquelle on vous suggère de retirer cet amendement, sinon nous donnerons un avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement? Défavorable également pour les raisons que vient d'expliquer Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la garde des Sceaux. Explication de vote. Nous retirons cet amendement. Merci, chers collègues. Nous passons à l'amendement 26 rectifié, défendu par Madame Coste également.
Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, cet amendement vise à prévenir la confusion pouvant découler des dispositions de l'article 7 selon lesquelles toute personne peut proposer de manière rémunérée ou non un service de communication au public en ligne fournissant des prestations d'information juridique ou d'aide à la saisine des juridictions. L'alinéa 3 prévoit en effet que ces sites peuvent proposer des actes d'assistance ou de représentation à condition de recourir à un avocat. Nous considérons qu'il sera difficile pour un justiciable de s'assurer qu'un avocat a été associé aux actes mentionnés avant d'avoir souscrit au contrat de service, sauf à ce que le nom de l'avocat figure sur le site Internet concerné, obligation qui n'est pas prévue par l'article. Cela est de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des justiciables. En outre, nous considérons que le développement d'une intermédiation de la relation entre justiciable et avocat est de nature à accroître les frais de justice, ce qui ne va pas dans le sens d'une grande accessibilité. Pour ces raisons, nous souhaitons interdire strictement aux personnes n'exerçant pas la profession d'avocat de proposer des services d'assistance ou de représentation juridique au sens de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission ? L'avis de la commission est défavorable, mes chers collègues, parce que l'objet précisément de la proposition de loi est de respecter, pour l'essentiel, les dispositions de la loi du 31 décembre 1971, réglementant les professions judiciaires et juridiques, et faire en sorte que ces sites, ces sociétés qui proposent ces services en ligne ne puissent pas faire des propositions d'assistance ou de représentation sans recourir à un avocat. C'est-à-dire qu'il faut bien évidemment que, de ce point de vue-là, les règles posées par la loi du 31 décembre 1971 soient respectées. Ça reste relativement compliqué, mais en même temps, on sait aussi qu'on ne peut pas strictement interdire ces services, ni en donner le monopole à des barreaux ou à des sociétés d'avocats. D'où cette rédaction de la loi. Je vous demanderai de retirer l'amendement, ou sinon on aura un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement ? Même avis que la commission. Merci, madame la garde des Sceaux. Madame Coste ? On retire l'amendement. Merci beaucoup, madame Coste. Je mets donc aux voix l'article 7. Qui est pour ? Qui est contre ? L'article 7 est d'adopter. Nous passons à l'article 8 et à l'amendement 3 défendu par madame Benbassa. Chers collègues, à l'instar de l'article 7, l'article 8 de la proposition de loi qui nous réunit aujourd'hui tend à fixer un cadre juridique plus précis pour les services en ligne de règlement amiable des litiges. Il est ainsi prévu d'imposer des règles de déontologie et une obligation d'information au public pour les personnes proposant en ligne une assistance juridique ou une aide à la saisine des juridictions. J'attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que nous ignorons tout de ces règles de déontologie et obligations qui sont simplement renvoyées à un décret en Conseil d'État. Les auteurs du texte ne semblent pas avoir d'idées précises des mécanismes qui seraient susceptibles de constituer de véritables garanties en la matière. Cela nous semble pour le moins inquiétant. D'autre part, comme le souligne le syndicat de la magistrature que nous avons entendu il y a peu, il semble, Monsieur Bas, que vous considériez la résolution de litiges en ligne comme une solution miracle au problème majeur de l'engorgement des juridictions. Nous ne sommes pas contre cette idée a priori et cela mérite probablement une réflexion approfondie. Cependant, de notre point de vue, l'objectif doit toujours être un accès garanti à tous et gratuit à la justice de notre pays. Or, nous parlons ici de services en ligne payants qui créeront sans nul doute de nouvelles inégalités entre les juridictions. Pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, les membres du groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste proposent la suppression de cette disposition. Merci. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission ? L'avis de la commission est défavorable. Ma chère collègue, je pense qu'il faut mesurer que ces services commencent à naître et à apparaître et que nous sommes obligés d'en tenir compte
de réagir et de protéger le justiciable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le 5e alinéa de l'article prévoit qu'il est institué un service public gratuit en ligne d'aide à la résolution amiable des litiges conforme aux prescriptions de l'alinéa 1er. Donc c'est bien effectivement un service public qui est proposé pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ce monopole des services payants. Je préciserai par ailleurs, permettant de me parler d'une expérience personnelle, que la possibilité de services publics en ligne de transaction et de règlement des litiges dans le domaine notamment du marché unique européen ne sont pas négligeables. En tant qu'ancien président de la Chambre de consommation d'Alsace, j'avais en 1993 créé avec un correspondant allemand, le Verbrauchen Central du Bade-Württemberg, un lieu d'information des consommateurs. Nous avons constaté très rapidement que nous avions beaucoup de litiges qui ne trouvaient pas leur solution parce que des consommateurs français vont acheter à des Allemands, vont acheter à des Belges, etc. Et que ces petits litiges de la consommation ne peuvent pas trouver de solution judiciaire. Et que la mise en place par cette structure qui existe maintenant depuis plus de 20 ans d'un service en ligne dédié pour le règlement de litiges transfrontaliers de la consommation est tout à fait utile. Donc soyons modernes, soyons ouverts, mais soyons protecteurs du justiciable, et c'est ce que veut faire ce texte. Il restera sans doute des choses à y apporter dans le futur, parce qu'on va encore découvrir ces modalités. Et je ne comprends pas votre amendement de suppression. J'aurais pu comprendre des améliorations, des propositions, mais une suppression, ce n'est pas compréhensible. Avis défavorable de la Commission. Merci, monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement ? L'avis du gouvernement est défavorable à l'amendement qui vient d'être proposé. L'article 8 de la proposition de loi vise en effet, comme vient de le rappeler monsieur le rapporteur, d'une part à encadrer la résolution des litiges en ligne et d'autre part à l'instauration d'un service public gratuit en ligne d'aide à la résolution amiable des litiges. Et il paraît tout à fait souhaitable au gouvernement de sécuriser le déroulement des résolutions des litiges sur Internet. Comme vous l'avez dit, c'est une pratique qui se développe et donc il faut l'accepter mais le sécuriser. Et à ce titre, donc, de prévoir que les conciliations ou médiations qui interviennent dans ce cadre doivent respecter les obligations d'information préalable, d'impartialité, de confidence, de compétence, sous peine de sanctions pénales. Donc j'émets un avis défavorable à l'amendement. Merci, Madame la garde des Sceaux. Je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 3 qui a recueilli un avis défavorable de la Commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 27 rectifié, défendu par Madame Coste. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, comme au sein de nombreux ministères, la modernisation des outils informatiques et bureaucratiques au ministère de la Justice s'avère souvent particulièrement coûteuse et parfois contre-productive. Depuis sa création, le système informatique de suivi des dossiers Cassiopée suit une trajectoire chaotique et très onéreuse. Cette expérience s'ajoute à d'autres, la plus connue étant le grand dysfonctionnement du système de paie du ministère de la Défense. Elle illustre la difficulté de nos services à passer des marchés d'équipements informatiques et logiciels à des prix raisonnables. L'alinéa 5 de l'article 8 de la proposition de loi propose la création d'un service public gratuit en ligne d'aide à la résolution amiable des conflits. Compte tenu de la forte contrainte budgétaire pesant déjà sur le ministère et de l'obsolescence générale du matériel mis à disposition, cet investissement apparaît secondaire. En outre, si l'on considère que le coût de Cassiopée s'élève au total à 142 millions d'euros, on peut s'interroger sur la prise en compte du coût du futur site dans le budget proposé, dès lors que le programme d'accès au droit et à la justice n'est crédité que d'une hausse de 17 millions sur 5 ans. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission ? Également un avis défavorable. Madame la sénatrice, ma chère collègue, n'oubliez pas que nous sommes dans une loi qui vise au redressement de la justice, avec d'abord un volet financier qui est fondamental, c'est-à-dire donner plus de moyens financiers à la justice. Et lorsque l'on indique dans la loi qu'il est institué un service public en ligne, je précise quand même que la loi ne dit pas à quel rythme ce service se fera. Mais dire que dans une loi de programmation pluriannuelle, l'on veut, pour offrir un service public à côté de services payants, il faut bien que ce service s'organise. Et ce n'est pas parce que la justice connaît, pas systématiquement, quelques difficultés
avec l'informatisation et la numérisation qu'il faut abandonner toute possibilité de le faire. D'ailleurs, quand nous avons rencontré les conciliateurs de justice qui sont organisés, ils nous ont dit qu'ils étaient tout à fait intéressés à essayer de mettre ce genre de système en place. Donc, il faut le maintenir dans la loi, on verra bien ce qu'il adviendra, mais le supprimer, c'est dommageable pour l'usager, surtout pour ces petits litiges, parce que ça concernera essentiellement des petits litiges pour lesquels les gens n'ont pas envie d'aller en justice et de perdre le temps du procès. C'est la raison pour laquelle nous émettons, Monsieur le Président, un avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement ? Alors, Monsieur le Président, une position de sagesse parce que, à vrai dire, je pense qu'il faudrait que nous ayons une réflexion un petit peu plus approfondie sur ce que signifie service public en ligne. Nous développons actuellement au sein du ministère de la Justice un portail qui s'appelle justice.fr qui va prendre énormément d'ampleur et qui pourrait être le support de ce futur service public en ligne. Néanmoins, il faudrait exactement savoir, et en termes de coûts et en termes de support en personnel derrière ce service, ce que cela générerait. Pour cette raison, j'émets un avis de sagesse. Merci, Madame la garde des Sceaux. Je mets donc aux voix cet amendement 27 rectifié qui fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et d'un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 8. Qui est pour ? Qui est contre ? L'article 8 est adopté. Nous passons à l'article 9 et à l'amendement 28 rectifié, défendu par Madame Coste. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, nous avions considéré dans un premier temps que l'harmonisation des jurisprudences, la gestion des flux et des stocks de contentieux et l'amélioration de la qualité des décisions relevaient du domaine de la loi. Nos échanges en commission des lois ce matin nous ont convaincus du contraire. Nous retirons donc cet amendement, mais pas en voie d'avoir exprimé notre inquiétude d'imaginer toutes les applications qui pourraient être faites des données contentieuses mises à disposition du public avec le développement de ce qu'on appelle la justice prédictive. Merci, chers collègues. Donc, si j'ai bien compris, vous retirez d'ores et déjà votre amendement. Je vous remercie. Nous passons à l'amendement 21. Défendu par Monsieur Lecomte, chers collègues. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, mes chers collègues. Lors de la loi sur la République numérique, puisque la justice se prononce au nom, se fait au nom du peuple français, nous n'avons eu aucune difficulté à voter l'open data des décisions judiciaires. Mais nous voyons, et lorsque nous avons voté, nous avons mesuré ce que ça pouvait vouloir dire en termes d'anonymisation et l'amendement de notre collègue Détraigne tout à l'heure le rappelait, des personnes ayant participé à la décision de justice, mais aussi parce que entre statistiques et algorithmes, des choses nouvelles peuvent apparaître. Et notre collègue Josiane Costes évoquait la justice prédictive qui pourrait découler de ces algorithmes, de ces statistiques. Et c'est une remise en cause profonde de la justice qui pourrait être faite à cette occasion et une compréhension différente de certaines jurisprudences. C'est la raison pour laquelle il faut être très vigilant sur ce point. Et c'est la raison pour laquelle l'initiative de notre président de la commission des lois, auteur de la proposition de loi, de donner finalement un rôle spécifique au premier président de la Cour de cassation pour tout ce qui concerne l'open data judiciaire, est une initiative qui mérite d'être saluée, justement pour qu'elle soit utile et contrôlée. Mais par suite d'un amendement qui a été déposé en commission, finalement le rôle est dévolu à la fois au premier président de la Cour de cassation et au procureur général. Et je souhaitais, par cet amendement, indiquer et témoigner de la préoccupation que ça peut amener. Vous avez tous probablement été destinataires d'un courrier du premier président de la Cour de cassation qui précise que les décisions des cours et des tribunaux qui sont prises exclusivement par les magistrats du siège, que le procureur général près la Cour de cassation donne seulement des avis à la Cour,
Il n'exerce aucune responsabilité en ce qui concerne les décisions juridictionnelles, contrairement à ce que laissent entendre les motifs de l'amendement. C'est pourquoi la mission de tenir les bases de la jurisprudence et de la diffuser incombe au seul service de la documentation, des études et du rapport dirigé par un président de chambre, composé exclusivement de magistrats du siège et placé sous l'autorité du seul premier président. Ce courrier, nous en avons tous été destinataires, du premier président de la Cour de cassation, précise que le texte qui est sorti de la commission, finalement, rompt avec l'architecture d'ensemble de la Cour de cassation et confond les fonctions du siège et du parquet. Et par conséquent, compte tenu de l'importance de ce sujet, puisque finalement, suivant la manière dont les choses évolueraient, on pourrait mettre en évidence et en place une justice prédictive, il n'est pas aujourd'hui raisonnable, il me semble-t-il, de remettre en cause... Conclure, chers collègues. C'est ce que je fais, Monsieur le Président. Il n'est pas raisonnable de donner à la fois au parquet et au siège cette fonction, de la laisser, comme la PPL le proposait, aux magistrats du siège et en particulier au premier président de la Cour de cassation. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite revenir au texte initial de la PPL. Merci. Quel est l'avis de la commission? Oui, Monsieur le Président, c'est un avis défavorable. Je voudrais rappeler brièvement les choses. L'article 9 prévoit, dans la disposition de l'article L421-7-1, le premier président et le procureur général veillent à ce que la réutilisation des informations figurant dans les décisions mises à la disposition du public en application de l'article L111-13 favorise l'harmonisation des jurisprudences, préviennent le contentieux en matière civile, contribuent à améliorer la qualité des décisions de justice et ne portent pas atteinte à la liberté d'appréciation des magistrats et à l'impartialité des juridictions. L'article premier, au début de la rédaction de la PPL, seul le Premier président était visé dans cet article. À la suite d'une audition conjointe du président de la Cour de cassation et du procureur général, il a été demandé, et conjointement, que le procureur puisse également participer à cette mission-là. Nous avons donc, avec Jacques Bigot, présenté un amendement à la commission des lois qui a été accepté. C'est dans ces conditions que cet article vient dans cette forme de rédaction. Il y a eu une réaction, pour être très clair, du président de la Cour de cassation la semaine dernière, qui a écrit le 19 octobre très précisément au président Larcher ainsi qu'au président Bas pour s'émouvoir de cette situation. On vient de recevoir copie de la lettre en réponse du procureur près de la Cour de cassation, une lettre en date du 20 pour contester la position du président de la Cour. Et nous devons, nous, là au milieu, bien sûr, éviter de rentrer dans des conflits de personnes pour en rester à des principes. Il nous semble que les deux ayant une mission, et c'est prévu par la loi, qui soit une mission d'harmonisation et de veiller à ce qu'une justice fonctionne bien, et ce, au plus haut niveau de la nation. On est donc tout à fait favorable avec Jacques Bigot à tenir la rédaction de l'article que nous avons proposé, afin que les deux, qu'ils s'aiment ou qu'ils ne s'aiment pas, ce ne sera pas au compte-rendu, s'accordent à avoir une mission qui soit intéressante en prévision d'avoir un open data efficace. Merci. Merci, Monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement? Le gouvernement s'en tient à l'avis de la commission. Merci, Madame la garde des Sceaux. Je mets donc aux voix l'amendement numéro 21 qui a recueilli un double avis négatif. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 9. Qui est pour? Qui est contre? L'article 9 est adopté. Nous passons à l'article 10 et à deux amendements identiques. L'amendement 4 défendu par Madame Benbassa. C'est Monsieur Ouzoulia qui va le faire. Monsieur, excusez-moi. Je vous en prie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, l'article 10 tend à instaurer un tribunal unique, départemental, qui regrouperait le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance et comporterait plusieurs sites sous forme de chambres détachées en dehors de son siège. Nous sommes opposés à la création de ces tribunaux pour plusieurs raisons. Tout d'abord, d'un point de vue pratique, si l'objectif de cet article est de favoriser l'égalité d'accès au service public de la justice, il nous semble que le cadre départemental n'est pas le plus approprié. Premièrement. Deuxièmement, les syndicats nous ont alertés, vous-même aussi, sur cette disposition qui va à l'encontre du principe du juge naturel,
qui impose une affectation des dossiers sur des critères objectifs selon des règles claires, précises, préétablies et stables, pour que le juge ne puisse être influencé par des éléments extérieurs à sa décision. Enfin, si le principe exposé est celui du maintien des sites des juridictions supprimées sous forme de chambres détachées, l'exposé des motifs évoque des exceptions locales au maintien des implantations judiciaires actuelles qui nous inquiètent. Les chambres détachées seraient compétentes pour un certain nombre de contentieux de proximité, fixés par décret en Conseil d'État, mais des compétences supplémentaires pourraient leur être attribuées sur décision des chefs de cour et sur proposition des chefs de juridiction. In fine, les chefs de juridiction décideront de la gestion des effectifs. Monsieur Bas, vous vous réjouissez de la souplesse qui en résulterait dans l'affectation des magistrats et des fonctionnaires. Nous ne pouvons vous suivre dans cette appréciation, car ce mode de gestion mettrait à mal le principe d'inamovibilité du juge pour satisfaire l'objectif caché de pallier la pénurie des effectifs. Pour toutes ces raisons, nous vous demandons la suppression de cet article. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Un amendement identique numéro 29 rectifié est défendu par Madame Carrère. Merci Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux. Cet amendement identique vise à revenir sur la création des tribunaux de première instance unique par département en remplacement des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance. Il s'agit là d'un de nos principaux sujets de désaccord. Certes, des exceptions ont été prévues pour porter le nombre de TPI à 2 dans certains départements et l'on nous assure que les sites actuels permettront d'accueillir des chambres détachées. Cependant, nous ne sommes pas convaincus par l'argument de renforcer la lisibilité et moins encore par celui de rendre l'institution judiciaire plus proche des citoyens, comme est intitulé le chapitre 3. Nous considérons que cette réforme nuira à la mission de proximité remplie aujourd'hui par les tribunaux d'instance et qu'elle se fonde sur l'hypothèse de sureffectifs inexistants. Les retours du terrain semblent montrer que les répartitions de compétences entre les TI et les TGI ne donnent pas lieu à de grandes difficultés. Certains professionnels ont également émis des doutes sur l'opportunité de créer des juridictions très grosses, plus difficilement pilotables. Il serait préférable de plébisciter les structures moyennes. En outre, articulée avec la simplification de l'adaptation de la carte des implantations judiciaires prévue à l'article 17, cette réforme pourrait à terme aggraver l'enclavement des territoires les plus isolés de la République et réduire l'accès de certains justiciables aux juges. Ce n'est pas acceptable pour nous. Selon le rapport de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice déjà cité, la France figure parmi les 11 pays européens étudiés où l'on trouve le moins de tribunaux par nombre d'habitants, alors que son territoire est le plus vaste de l'Union européenne. C'est bien la preuve que notre maillage juridictionnel territorial, déjà très distendu, ne doit pas être réformé dans le sens qui est proposé. Merci, chers collègues. Je vais donc mettre aux voix... je vais demander l'avis de la Commission. Trop rapide. Merci, Monsieur le Président. Je crois que cette proposition, qui était dans le rapport d'ailleurs du mois d'avril, sur le tribunal de première instance, elle tient compte d'une réalité aujourd'hui et d'une mode d'organisation nouvelle qui est proposée. D'abord, c'est la suppression des tribunaux d'instance et le regroupement des tribunaux de grande instance et d'instance en un seul et même tribunal, le tribunal de première instance. Avec ce constat simple, c'est que, je le disais lors de mon programme introductif, dans la loi justice XXIe siècle, on a donné compétence tribunal de police aux tribunaux de grande instance. On se retrouve aujourd'hui avec des juges des affaires familiales qui ont la compétence des tutelles des mineurs qu'avaient jadis les juges d'instance. Le tribunal de grande instance, à l'origine, c'était ce tribunal que l'on ne pouvait saisir que par le biais d'un avocat avec le droit de postulation. On constate aujourd'hui que de plus en plus, en référé aux affaires familiales, le recours à l'avocat n'est plus nécessaire. On peut s'adresser directement au juge d'affaires familiales pour modifier une pension alimentaire, pour changer les modes de résidence des enfants, etc. Et paradoxalement, on veut développer les services d'accueil unique des justiciables et rajouter pour les justiciables de la complexité dans l'organisation. L'idée, là, est de dire tribunal de première instance, tout simplement. Mais
pour être bien conscient qu'il ne faut pas pour autant vider les lieux de France de lieux de juridiction, dire dans le tribunal de première instance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul bâtiment où on rend la justice. Il peut y en avoir plusieurs. Et on pourrait même envisager, ce qui ne se fait pas aujourd'hui, que dans des départements avec des grandes distances ou avec de fortes populations, on puisse avoir des juges aux affaires familiales qui vont tenir des audiences dans des anciens tribunaux d'instance qui seront des locaux du tribunal de première instance. C'est tout cela le sens de la proposition de loi, il faut en être conscient. Et à côté de cela, il y a aussi l'idée de dire que cela permet d'avoir une organisation par département, si possible, parce que ce n'est pas forcément obligatoire, des dérogations sont possibles, par département, ce qui permet de se caler à l'organisation administrative. Ça, c'est surtout intéressant pour les préfets, qui nous disent, parlant des procureurs de la République, pour un préfet, on en a beaucoup parlé à propos du terrorisme, pour un préfet, travailler avec plusieurs procureurs, parfois 3 procureurs dans un même département, est beaucoup plus compliqué que si on avait affaire à un procureur. Donc tout ça va dans le bon sens et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons, parce que c'est un point important de la loi, nous ne pouvons que donner un avis défavorable à ces amendements. Merci, monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement ? Monsieur le Président, j'émets un avis favorable à l'amendement. Pour une simple raison, c'est que dans le cadre des chantiers de la justice, j'ai souhaité mettre en place un chantier spécifique lié à l'adaptation de notre réseau des juridictions. Je suis évidemment extrêmement intéressée par l'ensemble des propositions qui figurent dans le rapport qui m'a été remis par la commission, qui a été élaboré par la commission des lois. Je trouve qu'il y a là des réflexions qui méritent d'être prises en compte. J'ai demandé à la commission qui travaille sur le chantier de l'adaptation de notre réseau des juridictions de réfléchir aux principes qui vont guider notre organisation. Je retiens en commun avec ce que vous avez dit la question de la proximité, mais aussi parfois, je crois qu'il faudra bien prendre en compte la question de la spécialisation d'un certain nombre de juges, car aujourd'hui, on ne peut nier que certaines matières juridiques sont devenues extrêmement complexes et ne peuvent plus être traitées occasionnellement par un juge qui est moins spécialisé qu'un autre. Donc ça fera sans doute partie des principes qui devront régir notre organisation. Il y a également, c'est certain, la question de la cohérence avec les autres actions de l'État, telles que vous venez de les expliquer, monsieur le rapporteur. Tout cela, ce sont différents principes. La question de la collégialité, j'en ai parlé tout à l'heure. Je crois que de plus en plus, nous avons des difficultés parce que nos juges travaillent trop de manière solitaire et donc la question de la collégialité méritera d'être prise en compte. Bref, sur la base de ces principes, nous pourrons être conduits à penser une organisation de nos réseaux juridictionnels qui soit adaptée aux objectifs que nous fixerons. C'est l'ambition que nous nous fixons. Pour cette raison, j'émets donc un avis favorable à l'amendement. Merci, Madame la garde des Sceaux. Monsieur le Président Bas, pour explication de vote. Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la parole. Je voudrais dire à Madame la garde des Sceaux que je suis heureux de l'entendre, car les arguments qu'elle énonce plaident tous pour la création du tribunal de première instance. Je comprends que vous n'êtes pas prête encore. Vous voulez faire votre propre jugement à partir des groupes de travail que vous avez mis en place. En ce qui nous concerne, nous avons développé cette réflexion à partir d'une très large concertation et de nombreuses auditions. Et il nous a semblé que la notion de tribunal de première instance présentait de très nombreux avantages. D'abord celui de la proximité et de l'accès aux juges. Aujourd'hui, le choix pour un justiciable de s'adresser tantôt au tribunal d'instance, tantôt au tribunal de grande instance, est déterminé par une répartition des compétences qui est vraiment très complexe, qui repose soit sur l'importance du litige en termes monétaires, soit sur les matières.
Et il n'est pas rare qu'un justiciable se trompe de porte, ce qui est compliqué pour lui. Deuxièmement, le tribunal de première instance, il a la vertu de permettre au justiciable, quand il frappe à la porte d'un tribunal, d'être sûr de frapper à la bonne porte. Je crois que ça, c'est vraiment fondamental pour un meilleur accès à la justice dans la proximité. D'autre part, je tiens à le dire, mes chers collègues, car nous sommes les représentants des territoires de la République et donc, à ce titre, particulièrement préoccupés par l'exigence de proximité, qu'il n'a pas de piège derrière la notion de tribunal de première instance, pas d'intention cachée. Nous affirmons de la manière la plus nette, nous écrivons dans notre texte qu'il ne s'agit pas de remettre en cause une seule implantation de tribunal, mais il s'agit de regrouper dans les mêmes mains au plan départemental, et par dérogation, il est possible d'avoir plusieurs tribunaux de première instance dans un département, la gestion des tribunaux pour permettre qu'il n'y ait plus de juridiction déshéritée, car vous savez bien qu'il arrive parfois que de tout petites juridictions se retrouvent avec 3, 4 magistrats, qu'il y ait une vacance de poste en raison d'une mutation, un congé de maternité, une maladie, et la justice avance ainsi de manière un peu erratique. Eh bien, le tribunal de première instance permet d'avoir une gestion en atteignant un seuil critique, une dimension suffisante pour que ce tribunal fonctionne. Donc, la proximité, la lisibilité, la facilité d'accès et la qualité de la gestion, tout commande de mettre en place ce tribunal de première instance. Et nous avons prévu, dans les textes qui sont débattus aujourd'hui, que la mise en place de ce tribunal de première instance sera progressive. Car il ne s'agit pas de le mettre en place alors qu'il y aurait des vacances de poste encore nombreuses de magistrats et de greffiers. Et nous proposons qu'on ne mette en place le tribunal de première instance que dans les départements où les vacances de poste auront été comblées, et qu'on le fasse donc progressivement au fur et à mesure du comblement des vacances de poste. Ainsi, jamais la création du tribunal de première instance ne pourra être faite dans une situation de pénurie de moyens humains. Merci, Monsieur le Président. Je mets Monsieur Sueur pour explication de vote. Je comprendrai bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, que je ne vais pas ajouter des mots aux mots qui ont été très pertinents de Monsieur le Président de la Commission des lois. Mais je voulais quand même revenir sur un point qui m'a frappé dans votre argumentation et qui relève, Madame le garde des Sceaux, des relations entre l'exécutif et le législatif. En effet, j'ai été quelque peu étonné que s'agissant d'une proposition de loi, vous savez que finalement, l'élaboration de la loi a deux sources. Les projets de loi relèvent du gouvernement. Les propositions de loi relèvent des parlementaires. Vous disiez, pour marquer votre désaccord avec l'une des propositions, que vous allez parler de cela dans les chantiers de la justice, qui relèvent de l'exécutif. Mais ce qui présupposerait que pour vous, on ne pourrait statuer sur un sujet tel que celui-là que dès lors que le pouvoir exécutif aurait préalablement considéré la chose et mis en œuvre son chantier. Il y a là quelque chose que l'on peut contester, me semble-t-il. Je pense que rien ne s'oppose à ce que vous disiez que pour ce qui est du pouvoir législatif, après tout, puisqu'il vous propose, par l'intermédiaire de cette proposition de loi de M. Bas, d'aller dans le sens que vous souhaitiez, vous vous en remettiez à la sagesse de l'Assemblée. Mais pourquoi être contre au motif que vous avez décidé qu'il fallait en parler après, s'agissant d'une proposition de loi? Madame la garde des Sceaux, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, je ne m'oppose nullement à aucune proposition de loi et je reconnais bien volontiers le rôle primordial du législateur
auquel je rends ici évidemment hommage et respect. Je dis simplement que j'essaie d'avoir un minimum de cohérence dans l'action que je conduis. Je viens, il y a moins de 10 jours, de lancer les chantiers de la justice. Vous comprendrez bien aisément que je laisse les différentes commissions qui travaillent sur ces chantiers aller au terme de leurs réflexions, me les présenter, à la suite de quoi je reviendrai devant vous pour vous faire des propositions que vous accepterez ou non d'adopter. Merci, Madame la garde des Sceaux. Y a-t-il d'autres explications de vote? Je n'en vois pas. Je mets donc aux voix ces deux amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable de la Commission et un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Les deux amendements ne sont pas adoptés. Nous passons à l'amendement 30 rectifié, défendu par Madame Carrère. Merci. Cet amendement de repli vise à supprimer le principe d'un tribunal de première instance par département et à compléter les critères d'implantation à prendre en compte. En plus de l'importance démographique et de la configuration géographique déjà mentionnée à l'alinéa 13, les particularités sociologiques et logistiques du territoire devraient être prises en compte. En particulier l'accessibilité aux lieux d'implantation retenus en transport public par l'ensemble de la population du ressort devait être recherchée. Enfin, compte tenu de la propension variable à rester en justice, plus importante dans les territoires où les difficultés sociales s'accumulent, le critère sociologique, souvent sous-estimé, paraît déterminant. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission? Bien évidemment, l'avis de la Commission est défavorable parce qu'il ne s'agit pas ici, dans le texte de loi. Je rappelle simplement que la proposition de loi propose clairement de s'orienter vers l'idée d'un tribunal de première instance par département. C'est le cas dans 35 départements, il n'y a qu'un tribunal de grande instance et donc ça paraît parfaitement possible. Dans certains départements, il y a 2 tribunaux de grande instance, dans certains même, le département du Nord, il y en a 6. Donc effectivement, il faudra mener une réflexion. On aurait pu concevoir qu'il y ait des amendements qui viennent dire vous avez une exception, 2 tribunaux dans un même département, on pourrait peut-être en 3, on en mettra 4. La navette parlementaire, si elle a lieu, permettra effectivement d'affiner tout cela. Mais l'idée quand même, c'est de s'en tenir à cette idée d'un tribunal de première instance par département, pour les motifs que nous avons exposés, que le président auteur de la proposition de loi a exposé, que notre rapport expose, et que vous avez repris d'ailleurs, Madame la garde des Sceaux, notamment la question de la spécialisation. Je sais derrière que les magistrats viennent facilement avec l'idée de l'inamovibilité. Lorsqu'ils sont nommés dans un tribunal de première instance, ils seront inamovibles dans ce tribunal de première instance. Et lorsqu'ils sont nommés dans des fonctions spécialisées, ils sont inamovibles dans les fonctions spécialisées, y compris lorsque cette fonction s'exerce dans tel ou tel tribunal de première instance, si on l'applique demain. Donc il n'y a aucune raison de s'opposer à tout cela, si ce n'est de ne pas vouloir améliorer le fonctionnement de la justice pour lequel nous nous battons en lui donnant plus de moyens financiers. Merci, monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement? Défavorable à l'amendement, toujours pour la même raison, dans l'attente des solutions qui pourront m'être proposées. Merci, Madame la garde des Sceaux. Je mets aux voix l'amendement 30 rectifié. Je ne vois pas d'explication de vote. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 49, défendu par monsieur le rapporteur, Jacques Bigot. C'est simplement un amendement de coordination. Il s'agit notamment de la mention du tribunal de grande instance dans le Code du travail, en lien particulier avec le Conseil des prud'hommes. Donc c'est un simple amendement rédactionnel. Madame la garde des Sceaux? Défavorable par cohérence avec l'ensemble du raisonnement que j'ai présenté. Je mets aux voix l'amendement qui a recueilli un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté. À présent, l'amendement numéro 11, défendu par Madame Joissaint. Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, mes chers collègues, le changement opéré par l'article 10 est important. Et je sais bien qu'il existe de nombreux arguments pratiques en faveur du tribunal de première instance départemental unique. Ils ont été rappelés précédemment et donc je n'y reviendrai pas.
Mais force est de constater tout de même, et le rapport de notre commission des lois ne l'occulte pas, que ce concept a suscité de fortes réserves, voire l'hostilité de nombre de magistrats. L'article 10 est aussi, sur le fond, à lire en lien avec son article 17. Et quelles que soient les intentions concernant la proximité que nos rapporteurs et le président de la commission des lois ont données, cet article 17 permettra de faire évoluer l'implantation des chambres détachées des tribunaux de première instance, notamment par la suppression des chambres. Et on voit alors apparaître ce que je redoute, moi, profondément, avec un certain nombre de mes collègues, car il serait dès lors plus simple de créer ou supprimer une chambre détachée que de créer ou de supprimer une juridiction. Bref, je crains que cet article 10 ne soit le premier acte d'une disparition annoncée de plusieurs lieux de justice. C'est pour cela que le présent amendement prévoit que le dispositif de l'article 10 n'entre en vigueur de manière expérimentale que dans quelques départements avant d'être éventuellement étendu à tout le territoire afin de s'assurer de la pertinence du dispositif. Je crois qu'il y a quand même un équilibre entre les arguments pour et les arguments contre et que cela nécessite justement d'employer un outil comme l'expérimentation. L'expérimentation est une technique que d'ailleurs le monde judiciaire connaît très bien puisqu'il l'utilise régulièrement et avec succès. On peut citer l'exemple récent du service d'accueil unique du justiciable, expérimenté entre 2014 et 2016. Cette expérimentation réussie permet aujourd'hui son entrée en vigueur progressive dans les meilleures conditions. A contrario, d'autres expérimentations ont démontré les limites de certaines réformes, et je citerai ici l'introduction des citoyens assesseurs dans les tribunaux correctionnels, dont l'expérimentation a démontré les coûts, les lourdeurs et a condamné l'entrée en vigueur. Merci. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission ? L'avis de la commission est une demande de retrait. Nous avons évoqué ce matin en commission, puisque nous avons examiné, chère collègue Madame Joissaint, votre amendement, avec le risque d'une incompréhension. Il est question effectivement d'organiser la fusion d'un tribunal départemental unique de première instance, comprenant tribunal de grande instance et tribunal d'instance. Ça doit se faire effectivement au fur et à mesure des capacités programmatiques, c'est-à-dire du nombre de personnel, etc., mais dans des délais quand même relativement responsables. Si nous devions suivre votre amendement avec une expérimentation fixée par décret dans 3 départements, par exemple, ce que vous proposez, sur une durée dont on ne sait pas pendant combien de temps elle aurait lieu, on va compliquer l'accès des citoyens à la justice. Parce que je vais savoir... Je rappelle quand même que nous avons des systèmes de postulation, notamment, qui sont ouverts aujourd'hui à tous les avocats du même ressort d'une cour d'appel. Ah bien voilà, dans tel département, il y a un tribunal de première instance, il n'y a plus de tribunal de grande instance. Donc le juge des tutelles, c'est un juge du tribunal de première instance. On va compliquer les choses. Je pense qu'on est sur l'organisation judiciaire. Elle suppose effectivement que l'on rentre, si la loi en décide ainsi, rapidement dans ce système de mise en œuvre du tribunal de première instance. Le risque d'une expérimentation paraît extrêmement dangereux. Je crains que derrière votre amendement, il y ait la crainte de voir des lieux de juridiction disparaître, ce que certains ont déjà exprimé. C'est la raison pour laquelle nous avons rajouté par un amendement qu'il fallait, sur l'organisation, qu'il y ait une consultation des élus locaux et un avis du conseil départemental, parce que cette organisation ne doit pas complètement échapper au territoire. Nous en sommes bien conscients et que nous savons, dans l'histoire récente de la justice, que des questions trop précipitées ne sont pas la bonne. Mais vous avez entendu aussi que Madame la garde des Sceaux n'est pas de cet avis-là. Donc ici, il s'agit de poser le principe du tribunal de première instance et d'organiser ensuite sa mise en œuvre, mais pas de faire des expérimentations, parce que sinon... on mettra en mal le cours de la justice. Je vous demande très sincèrement, pour tous ces motifs, de retirer votre amendement. Merci, monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement ? Demande de retrait également, sinon un avis défavorable. Merci, madame la garde des Sceaux. Madame Joissaint, vous maintenez votre amendement. Monsieur le président Bas, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Oui, ma chère collègue, je comprends votre préoccupation parce que nous nous sommes posé les mêmes questions que celles
qui ont motivé votre amendement, évidemment, mais nous avons considéré que les raisons de créer ce tribunal étaient beaucoup plus fortes et que nous avions pris toutes les précautions utiles pour éviter effectivement qu'à l'avenir, on puisse remettre en cause les implantations, puisque nous soulignons que les implantations sont toutes maintenues. C'est même la raison d'être de ce tribunal, que de permettre aux justiciables, partout où il y a actuellement un tribunal d'instance ou un tribunal de grande instance, de présenter ces demandes. Et comme l'a rappelé tout à l'heure M. Jacques Bigot, qui est co-rapporteur, non seulement il y a cet avis du conseil départemental, dont on peut supposer qu'il sera attentif à la question de la répartition des lieux de justice sur son territoire, il y a aussi l'alinéa 71 de cet article qui a l'air anodin quand on le lit. Il prévoit que le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022. Pourquoi ce délai ? La phrase suivante dit « Ce décret peut prévoir une entrée en vigueur à une date différente selon des départements ». C'est précisément pour échelonner dans le temps la création de ces tribunaux, afin de faire en sorte qu'ils ne soient créés qu'au fur et à mesure que les moyens humains seront mobilisés pour permettre leur création. Donc je m'associe bien sûr, mais vous avez déjà répondu à la demande du rapporteur que votre amendement soit retiré, mais s'il ne l'est pas, la Commission, vous le comprendrez, ne peut émettre qu'un avis défavorable. Merci, Monsieur le Président. Madame Joissaint, pour explication de vote. Ensuite, Madame Tetiani. Oui, Monsieur le Président. Si l'article 17 n'existait pas, je retirerais bien volontiers mon amendement. Mais d'autres magistrats sont aussi inquiets par rapport à cette possibilité justement de supprimer des chambres qui ne seront plus à ce moment-là des juridictions. Et je partage cette inquiétude. Je suis désolée. Merci, chers collègues. Madame Tetiani, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Madame la garde des Sceaux. Rendre la justice plus près des citoyens, je veux bien attirer l'attention de mes collègues à cette heure tardive pour ma collectivité Polynésie française. Là où je veux interpeller la garde des Sceaux, il s'agit de l'application du décret du 6 mai 2017 concernant l'état civil. Vous le savez très bien que la Polynésie vient d'être dotée d'un tribunal foncier et un des plus gros problèmes liés au foncier en Polynésie, c'est le problème des filiations de changement de nom pour le partage en matière foncière. Or, malheureusement, le dit décret n'a pas étendu à la Polynésie. Ça veut dire quoi? Pragmatiquement parlant, aujourd'hui, concrètement, pour des Polynésiens qui veulent changer, parce qu'il fut un temps où la moitié de la fratrie prenait le nom de la mère, la moitié prenait le nom du père, et à l'heure où nous voulons simplifier, c'est-à-dire pour aligner tout le monde à la même enseigne, c'est-à-dire porter le même nom, avant c'était possible de régler tous ces problèmes au tribunal de Papeete. Malheureusement aujourd'hui, il nous faut un décret du garde des Sceaux pour le changement de nom. Je suis très précise là, pour le changement de nom. Alors, vous vous imaginez, à 20 000 kilomètres, nos actes qui vont arriver, nos demandes, en plus, il faut que les demandes soient motivées. À l'heure où on veut simplifier le partage en matière foncière dans notre collectivité pour un problème d'état civil, il faut qu'on vienne se perdre dans les dédales de l'administration parisienne. J'en sais quelque chose, je suis bien placé pour le dire haut et fort. J'alerte quand même Madame la garde des Sceaux, il va falloir se pencher, c'est un vrai problème, surtout à l'heure où on veut parler, on veut tout simplifier. Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'en Polynésie, on recule de 20 ans encore. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire. Merci. Merci, chers collègues. Y a-t-il d'autres explications de vote? Madame la garde des Sceaux.
Madame la sénatrice, quelques mots simplement pour vous redire que le gouvernement est très attaché à ce que la question foncière en Polynésie puisse être réglée dans les meilleures conditions possibles et de ce point de vue-là, la création du tribunal foncier est un atout puissant et en tout cas, nous mettrons en œuvre tout ce qui sera possible pour appuyer la résolution des difficultés que vous rencontrez de ce point de vue-là. Je tenais simplement ici à le rappeler. Merci Madame la garde des Sceaux. Je vais à présent mettre aux voix l'amendement 11. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public présentée par la Commission des lois sur l'amendement numéro 11. Je vous rappelle que l'avis de la Commission est défavorable, l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 307, nombre de suffrages exprimés 292, pour l'adoption 68, contre l'adoption 224. Le Sénat n'a pas adopté. Je mets aux voix l'article 10. Qui est pour? Qui est contre? L'article 10 est adopté. Je mets donc aux voix l'ensemble de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La proposition de loi est adoptée. Voilà pour les discussions des sénateurs autour de ces deux propositions de loi pour le redressement de la justice élaborées par le président LR de la commission des lois, Philippe Bas. Deux textes qui, vous l'avez vu, ont été adoptés de façon très large par 271 voix pour, seulement 15 voix contre. Et désormais, le Sénat presse la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, d'inscrire ces textes à l'ordre du jour le plus rapidement possible à l'Assemblée nationale. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.